Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors, un plaisir immense de vous retrouver. On va continuer aujourd'hui notre analyse fondamentale sur les crypto-monnaies. On va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui à la tokenomics, qui est tout simplement l'économie d'un token. Dans la partie numéro 1, on avait essayé de voir, n'est-ce pas, de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'analyse fondamentale. Et on a essayé, n'est-ce pas, de nous appesantir sur le premier point qui était tout simplement l'utilité d'un token, l'utilité d'une crypto-monnaie. Je vous invite à voir ça. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais laisser la vidéo épinglée plus haut. Dans cette partie 2, si on va s'intéresser, maintenant qu'on a trouvé que le token est utile, comment est-ce qu'il est implémenté? Est-ce que son implémentation peut nous assurer d'obtenir des bénéfices sur un investissement qu'on va faire? Dans cette vidéo, on va voir tout ça en détail. Let's go! Bon. Comme on a commencé, on va toujours se baser sur deux crypto-monnaies très connues, Ethereum et Polygon Matic. Alors Polygon Matic, moi je l'utilise personnellement, j'ai investi dessus, c'est pour ça que j'aime toujours utiliser ça comme exemple. Et Ethereum, une crypto qui vient juste après le Bitcoin que beaucoup de personnes, je pense, connaissent déjà. On va prendre ces deux exemples-là pour essayer, n'est-ce pas, d'illustrer les différents points qu'on va présenter. Ok, donc bien avant, quand on parle de tokenomics, de quoi s'agit-il exactement? Tokenomics veut tout simplement dire économie du token, économie de la crypto-monnaie, économie du projet crypto. Parce qu'il faut voir que la crypto-monnaie, un token est comme une monnaie. Ok? Et lorsqu'une monnaie est créée, elle doit être insérée dans une économie. Il doit avoir, n'est-ce pas, une pensée suivant la gestion de ce token, la gestion financière. Comment est-ce que ce token-là sera utilisé? Comment est-ce que ce token-là sera émis? En quelle quantité il sera émis? Et en quelle quantité il sera détruit? Parce que c'est comme ça. Lorsqu'on crée par exemple le franc CFA, le dollar, alors au niveau des banques centrales de nos pays, ils s'arrangent à avoir en tête, ils s'arrangent à avoir sous écrit, ok, on va créer telle quantité de monnaie pour tel nombre de populations. À la fin de l'année, il faut qu'on détruise telle quantité de monnaie. Il faut. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire dans cette vidéo. On va un peu se mettre à la place d'un État et on va comprendre un peu ce genre de détails-là qui est vraiment super intéressant. Alors, pour commencer notre exposé, on va commencer par Ethereum. Ethereum qui est une costaud de crypto-monnaie, comme je l'ai dit dès le début. Et on va s'intéresser au site CoinGecko. Alors, j'aime bien CoinGecko au lieu de CoinMarketCap parce que CoinGecko a créé un onglet ici qu'ils appellent Tokenomics. Donc, Tokenomics ici donne directement la tokénométrie, la tokenomics d'un token, ok, d'une crypto-monnaie. Donc, vous voyez ici, il y a cet onglet-là. Pourtant, sur CoinMarketCap, je ne crois pas qu'ils l'ont déjà mis. Sur Polygon, pareil, on a cet onglet-là, Tokenomics ici. Donc, vous pouvez aller sur CoinGecko, vous cherchez crypto-monnaie et vous aurez directement sa tokenomics ici. Alors, ça empêche ou du moins ça facilite la tâche. Parce que si vous n'aviez pas ça, vous devez être obligé d'aller dans le white paper du projet. Vous devez aller dans le white paper à jour parce qu'il faut savoir que la tokenomics peut évoluer. Vous devez aller dans le white paper du projet, chercher dans tout le white paper à quel niveau se trouve la tokenomics. Bon, pourtant, quand on vient ici, on va dire que CoinGecko a déjà rassemblé toutes les infos et nous, on va tout simplement l'absorber. Alors, je le pointe ici, mais la tokenomics commence en principe à partir du haut, ok, à partir d'ici. Vous voyez ici Polygon Price Tokenomics. Alors, voici les différents éléments de la tokenomics. Lorsqu'on parle de tokenomics, il y a trois gros aspects, ok. Il y a tout simplement la supply. La supply, on va voir ça, de quoi il s'agit. Il y a la distribution du token et il y a son modèle. Okay? Il y a les trois éléments là lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de tokenomics d'un projet. On va d'abord commencer, je crois que c'est mieux qu'on commence par un article et au fur et à mesure qu'on va parcourir l'article, je vais revenir ici vous montrer les éléments qui vont ressortir de là pour directement vous illustrer ce que chaque élément signifie. Alors on revient ici au niveau de l'article. Les trois composantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'économie d'un jeton, il y a la supply totale. Donc la supply totale représente, ou du moins, j'ai appelé ça supply parce que ça, vous allez voir tout à l'heure, ça englobe un certain nombre de choses. Bon, ici, ils ont juste parlé de la supply totale. Représente la quantité maximale de jetons pouvant être émis par le fonctionnement de la blockchain. Il faut dans ce cas faire une distinction entre la quantité disponible et la quantité totale. La quantité disponible représente le nombre de jetons déjà émis à un instant T.
ce que vous et moi, nous pouvons dès à présent acheter sur un exchange comme Binance ou FTX. La quantité totale représente quant à elle la quantité maximale qu'on pourra atteindre le nombre de jetons en circulation au cours du temps. Ainsi, s'agissant du Bitcoin, 21 millions de tokens seront minés sur cette blockchain, ni plus ni moins. Ok, donc 21 millions maximum de Bitcoin, mais on n'a pas encore atteint ces 21 millions-là. On va maintenant revenir sur nos exemples pour pouvoir étayer certains éléments. On commence ici, donc au niveau des supply. Nous avons déjà ici la circulating supply. Donc ça, c'est le nombre total de jetons actuellement sur le marché. Donc à l'instant où je parle, ok, à la date du jour, à l'instant du jour, nous avons 9 milliards 319 millions de Matic qui sont en circulation sur le marché. La total supply, c'est la quantité totale qu'on aura de Matic sur le marché jusqu'à la fin de l'émission du Matic sur la blockchain. Donc on aura au total 10 milliards de jetons sur toute la blockchain. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle la max supply qui est souvent comme la total supply. Mais la total supply, on enlève à ça les burns. Parce que vous savez, on peut burner la crypto-monnaie, on peut détruire la crypto-monnaie au fil du temps. Donc ici, la total supply enlève le burn. Pourtant, la max supply, c'est vraiment ce qui a été écrit dans le code en dur. Donc ici, on ne prend pas en compte le burn. Donc c'est un peu ça la différence entre les deux ici. On va maintenant revenir ici, parce que ici, c'est vraiment tout ce qui est supply. Maintenant, tout ce qui est ici, ça a toujours un rapport avec la supply. Donc, on a déjà ici en haut, vous l'aurez deviné, le prix du Matic. On a ici le prix le plus bas au courant de la journée. En même temps, ici, le prix le plus haut au courant de la journée. Ici, c'est le market cap, donc la capitalisation du marché. Combien est-ce que le marché pèse? Alors, pour obtenir ça, ce n'est pas très compliqué. On multiplie tout simplement le prix par la valeur totale des jetons qui sont en train de circuler actuellement sur le marché. Donc, le volume de trading sur 24 heures, c'est pour tout simplement dire, c'est la somme entre l'ensemble des personnes qui veulent vendre leur Matic et l'ensemble des personnes qui veulent acheter du Matic. C'est quand on somme toutes ces demandes-là, tous ces ordres-là, qu'on obtient ce volume-ci. Alors, plus il est important, plus ça veut dire que le marché est volatile. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent acheter et vendre. Maintenant, fully diluted valuation. Alors, ici, c'est la quantité, c'est la valeur en termes de dollars. Alors, le dollar ici, c'est parce que ce graphique-ci est concernant le dollar américain. Si c'était à l'euro, ça devait être la même chose. Je vais juste penser en euros. Donc, c'est la capitalisation globale de si tous les jetons avaient été émis. Donc, on prend la max supply, on multiplie par le prix actuel. Ça donne la capitalisation diluée de si tous les jetons avaient été tout simplement émis. Maintenant, total value locked, ça c'est l'ensemble des collatéraux qui sont sur les plateformes DeFi. Vous savez que vous pouvez utiliser ce genre de crypto-monnaie là, vous pouvez utiliser par exemple du Matic pour emprunter de l'USDT ou de l'USDC sur des plateformes DeFi. Donc ça, c'est vraiment la quantité d'argent qui est bloquée sur les différentes plateformes DeFi. Vous voyez, c'est 4 milliards 617 millions. Et le market cap, c'est 5 milliards 192 millions. Ça veut dire qu'entre autres, il y a pas mal, vous voyez, la différence n'est que de 1 milliard. Donc, il y a une grande, la majeure partie des Matic sont bloqués dans des protocoles et ont servi à des prêts. Alors, le problème qu'il faut voir avec ceci, c'est que si il y a une chute énorme du Matic, ça va entraîner des liquidations parce qu'ils ont bloqué pour prêter. Si le prix du Matic baisse, on va liquider, on va vendre le Matic pour pouvoir récupérer leur argent, ce qui va entraîner encore une chute énorme, n'est-ce pas, du prix du Matic. Alors, quand vous avez ce genre d'informations-là, ça vous permet déjà de comprendre que quoi? Vous pouvez déjà comprendre, grâce à la security supply et le total supply, qu'il y a déjà pas mal de jetons qui ont été émis dans le cas précis du Matic. Ça vous fait comprendre seulement que le prix de la crypto ne sera plus trop affecté par les prochaines émissions parce qu'on a émis plus de 9 milliards 319 millions. Et pourtant, imaginez que c'était juste 1 milliard qu'on avait émis et que la totale supply était de 10 milliards. Vous comprenez qu'il y aura encore tellement de jetons qui vont venir dans le marché. Donc, vous allez comprendre comme ça que si vous achetez cette crypto-monnaie, si elle peut baisser, elle peut avoir tendance à perdre beaucoup de valeur dans la suite. Elle peut avoir tendance à être énormément diluée dans la suite. Ce sont ces genres d'informations stratégiques-là que vous devez retirer de la tokenomics. Donc, par exemple, aussi avec cet élément-ci, vous pouvez savoir que, ok, il y a beaucoup de ces tokens-là qui sont sur les marchés DeFi. Ça veut dire que si vous constatez que le prix de la crypto est en train de chuter, vous devez suivre les seuils de liquidation pour voir que, ok, cette crypto sera liquidée à tel prix, donc elle va encore perdre beaucoup de valeur. C'est vraiment pour moi, par exemple, de vendre, attendre qu'il y ait une bonne chute avant de racheter.
Bon, maintenant, ça, c'est un ratio pour voir la liquidité du marché. Donc, on essaie de diviser la capitalisation totale si la max supply est atteinte. C'est-à-dire si on a émis tous les jetons avec ce qui est bloqué dans les protocoles DeFi pour voir à quel point le marché est liquide. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est bien, c'est que il faudrait que ce soit supérieur à 1. Et si c'est supérieur, plus c'est supérieur à 1, plus c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand c'est supérieur à 1, on dit que ok, il y a beaucoup plus de liquide que d'assets bloqués. Ça veut dire que si vous voulez vendre vos assets, vous allez trouver de la liquidité. Mais si c'est inférieur à 1, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de crypto que de liquidité. Ça veut dire que si vous voulez vendre, vous pouvez avoir un certain problème. Alors ça, c'est vraiment les premiers éléments, éléments forts de la tokenomics. Alors maintenant, le deuxième élément qu'on va voir ici, c'est la distribution. Ok? Donc, on va voir la distribution des tokens. Alors, ça c'est un autre élément de la tokenomics qui est vraiment très important à comprendre. Pourquoi? Parce que déjà, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le Matic a une totale, un market cap total qui va être émis après une supply totale de 10 milliards. Actuellement, on est juste à 9 milliards 319 millions. Où sont passés les autres tokens? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment très important. Donc, on dit maintenant, la plupart des projets blockchain prévoient la distribution d'une part de la supply totale à certains acteurs ou à destination de certains utilisateurs. Par exemple, les fondateurs du CoinZcash ont bénéficié d'une distribution équivalente à 10%. Ok? Donc, je vais maintenant expliquer ça terre à terre. Voici par exemple un exemple de distribution. Lorsque un token est créé, ceux qui créent le token, ils le font déjà pour avoir des fonds, parce qu'en général, on crée les tokens de nos jours surtout. Je ne parle pas des choses comme le Bitcoin qui était fait pour des raisons vraiment, on va dire, divines. Aujourd'hui, les gens font les tokens pour pouvoir bénéficier de levées de fonds, pour avoir de l'argent, pour lancer leurs différents projets. Donc, lorsqu'ils le font, ils disent ok, dans le projet que je vais lancer, si je veux émettre finalement 10 milliards de tokens, au début, je vais d'abord émettre par exemple 5 milliards. Dans les 5 milliards que moi je vais émettre, il y aura 10% de ces 5 milliards-là que nous on va garder, nous la team. Comme ça, quand la crypto va prendre la valeur, nous on va pouvoir revendre ces 10%-là pour avoir de l'argent, ok, du liquide, pour pouvoir avoir de la liquidité, pour pouvoir effectivement mener à bien notre projet. Si on lançait le token pour développer un jeu, on aura l'argent pour développer le jeu. Si on lançait le token pour, je sais pas moi trop, si on lançait le token pour avoir des fonds pour un don, on aura l'argent pour faire le don, on aura l'argent pour l'objectif qu'on avait. Donc, ils vont avoir peut-être 10%. Ils peuvent dire aussi 10%, c'est pour ceux qui vont partager le marketing, qui vont faire le marketing du token. Donc, quand on va avoir un influenceur, quand on va vouloir le payer pour qu'il fasse le marketing, la promotion, on va le payer en ce token-là. Donc, avec ces 10% des 5 milliards qui sont effectivement émis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une organisation comme ça pour dire que chaque fois qu'il y aura émission du token, un pourcentage sera dédié à quelque chose de précis. Il y aura une partie pour les investisseurs, il y aura une partie pour, je sais pas moi. Ok? Donc, ça dépend vraiment comment ils ont codé leur token. Ils peuvent dire, ok, sur les 10 milliards là, on va d'abord émettre par exemple 20%. Les 20%, ce sera pour ceux qui vont d'abord acheter au début. Il y a vraiment un calendrier, comme ça on va le voir tout à l'heure, il y a un calendrier d'émission. Ok, on va émettre 10%. Les investisseurs du début vont investir, qui vont permettre d'avoir la liquidité pour lancer même le projet. Après, on va émettre 10 autres pourcents pour le marketing. Après, on va émettre 20% pour le public, pour ceux qui vont venir être les clients de notre projet. Après. Donc, cette organisation, c'est ça qu'on appelle effectivement, on appelle encore ça la tokenomics. Donc, c'est une tokenomics dans la tokenomics. Donc, c'est vraiment une sorte d'économie dans l'économie du jeu parce que ça nous montre la distribution du token. Ça permet de savoir que ce token-ci est détenu entièrement par l'équipe. Ça veut dire que l'équipe peut faire changer violemment la valeur du token du jour au lendemain, ce qui n'est pas une bonne chose en soi. Donc, quand vous avez face à un projet, que vous mettez beaucoup votre argent dedans, il faut essayer de voir comment le projet est constitué. Est-ce que l'équipe a trop la main mise sur le projet? Est-ce que si un membre de l'équipe se fâche, il décide de vendre massivement ses jetons, est-ce que ça ne va pas clouer le projet? Il faut aussi comprendre que ce token-ci n'a pas encore atteint sa total supply. Donc, il sera distribué au fur et à mesure, il y aura d'autres émissions de jetons.
Quand est-ce que ce sera émis? Parce qu'en général, quand c'est émis, ceux qui vont bénéficier de ça, ils vont tout simplement vouloir en général vendre pour prendre des profits, ce qui va entraîner une baisse du prix du jeton. Donc il faut également s'intéresser à ce genre de choses-là. C'est pour ça que je dis que la tokenomics nous donne vraiment tellement de données pour pouvoir mieux investir dans une crypto-monnaie. C'est vraiment tellement de choses à voir que j'essaie d'aller vite comme ça pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais je crois que vous saisissez quand même le gros du travail. Le gros du travail. Maintenant, c'est à vous de venir pousser vos recherches et avoir un peu plus d'infos. On va revenir sur nos exemples comme d'hab pour essayer de voir un peu la distribution du Matic. Vous voyez ici, moi, sur le Matic ici, la fondation a 21%. Sur 100%, ce n'est pas très gros. Okay? L'écosystème a 23%. Donc la grosse partie, c'est quand même l'écosystème, c'est les utilisateurs qui ont. Donc il y a 12% qui sont les rewards de stacking. Donc on va dire que tout ça, c'est entre guillemets les utilisateurs. Tous entre guillemets les utilisateurs parce que même ceux-ci peuvent avoir la possibilité de stacker. Ok? Donc 23%, 23% pour 12%, on va dire entre guillemets les utilisateurs. Donc maintenant il y a Binance. Binance qui a permis de lancer le Matic à 19%. Ok? Donc on va débloquer une certaine quantité, ils ont eu un certain argent dans ça. Il y a des private investors. Les private investors, c'est ceux qui investissent au début du projet. Eux, ils n'ont pas beaucoup, mais il faut comprendre que c'est eux aussi qui ont acheté le token quand le token était au plus bas. Il y a la team qui a développé le projet, c'est eux qui ont travaillé, c'est eux qui ont rendu ça possible. Donc, il y a souvent qu'ils ont un peu un pourcentage intéressant comme 16%. Il y a les conseillers qui ont 4%. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'allocation du Matic. Donc, dans cette allocation, si on voit que la fondation quand même et la team ont un gros pourcentage, ça peut être assez dérangeant, mais il ne faut pas juste s'arrêter à ça. Souvent, il faut pousser un peu plus la recherche pour voir que, ok, quand est-ce qu'ils ont acheté? Est-ce qu'ils ont déjà revendu une grande partie de leur token pour essayer de comprendre que, ok, malgré qu'ils aient un gros pourcentage au début, il se peut que maintenant, ils ne soient plus en possession d'une grande quantité ou bien qu'ils ont déjà revendu, ce qui a quand même dilué les choses. Donc, il faut faire un peu plus de recherche. Et plus le projet est lent, plus le projet a mis du temps, si ça a par exemple fait 10 ans, 20 ans, vous comprenez que ça a eu le temps quand même de tout simplement être dilué. C'est pour ça qu'il faut souvent faire des confiances à des projets qui ont quand même mis assez de temps. Un projet qui a fait 1-2 mois, il peut encore avoir beaucoup de tokens unlock dans la suite de la vie du projet. Ce qui fait que le prix du projet peut être facilement menacé dans la suite. Alors maintenant, comme je vous disais, en plus d'avoir les informations sur la répartition, il faut avoir les informations sur le déblocage parce qu'ils répartissent comme ça, mais toutes ces crypto-monnaies, ce n'est pas débloqué en même temps. Ok? Donc, au début, on peut l'attribuer à telle personne, mais vous ne pouvez pas l'utiliser avant un certain temps. Vous voyez ici, on dit par exemple en bleu ici, c'est le stacking reward. Donc, on a débloqué ça en premier pour pousser les gens à venir sur la plateforme. Après, on a débloqué pour les utilisateurs qui vont vraiment venir acheter maintenant pour pouvoir stacker. Après, c'est la fondation qui a bénéficié. Après, c'est les conseillers. Après, c'est la team. Après, il y a les private investors et Binance Launchpad. Donc, chacun va avoir son argent après. Vous voyez, il y a des dates là qui sont précisées ici. Si vous voyez bien, il y a des dates là. Ça, chaque date comme ça qui a, n'est-ce pas, cette libération là de token. Et avec cette libération là, n'est-ce pas, on dit que vraiment d'ici avril 2025, on pourra atteindre la max supply du Matic. Donc après ça, il n'y aura plus rien à faire. Le prix sera en quelque sorte défini maintenant vraiment par l'offre et la demande. Okay? La demande est plutôt le besoin. Okay? L'offre et la demande, effectivement. Donc là, il n'y aura plus une libération de token qui va peut-être venir diluer comme ça le marché. Donc vous voyez, c'est vraiment des éléments très importants à voir si vous voulez investir sérieusement dans une crypto-monnaie. À vous de me dire si ça vous a intéressé. Qu'est-ce que vous avez tiré également de ça? Parce que moi, je vous ai déjà retiré quelques éléments qu'on peut bénéficier de ça. Donc, qu'est-ce que ça vous donne encore comme idée? Sur quelle crypto-monnaie souhaitez-vous qu'on fasse une analyse? C'est ça en commentaire. Et on pourra peut-être prendre ça comme exemple dans la partie 3. Alors, je n'ai pas pris trop l'exemple d'Ethereum ici parce que j'ai commencé avec Ethereum, après je suis venu sur Matic. Donc, vous pouvez aller voir vraiment dans CoinGecko en détail la tokenomics du Matic, du Ethereum ou de n'importe quelle crypto qui vous intéresse. Alors, s'il n'y a pas ces cryptos-là sur CoinGecko, peut-être c'est vraiment dans le white paper du projet, vous allez sûrement trouver aussi ces informations-là. Parce que eux, ils utilisent juste ça du white paper. Alors les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.